De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, une invitée nous a rejoint. Il s'agit de Delphine Krizoua. Vous êtes animatrice à Def News TV. Bienvenue. Merci. Bonjour. Et nous sommes toujours en compagnie de Alafé Wakili, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan, et de notre éditorialiste Daoud Attal. Tout de suite, le dossier du jour. Le manioc est la principale source de glucides dans l'alimentation de nombreuses populations africaines. En Côte d'Ivoire, l'un des plats les plus appréciés, l'attiéké, est issu de la transformation du manioc. Une transformation qui se fait de plus en plus de manière industrielle, même si l'essentiel de l'activité reste encore artisanal. Un reportage de notre correspondant, Olivier Conan. Scène de vie quotidienne à Anono, un village de la commune de Cocody. Les femmes s'activent sur le fourneau pour la préparation de l'attiéké, une sorte de couscous de manioc. L'attiéké est fabriqué principalement par les femmes dans les villages du sud de la Côte d'Ivoire. Le manioc serait originaire de l'Amérique latine, mais aujourd'hui sa transformation en attiéké en fait un produit de base dans l'alimentation des Ivoiriens. Comment l'attiéké est-il fabriqué? Est-ce une source de revenus conséquent? Pourquoi l'attiéké est prisé par la population? Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un gros producteur de manioc qui pousse au sud, au centre et à l'ouest du pays. C'est la deuxième culture vivrière après l'igname. En moyenne, la production atteint 2,41 millions de tonnes par an avec des rendements de 6,5 tonnes à l'hectare. Cela procure une matière de base abondante pour les femmes qui fabriquent l'attiéké. Pour faire l'attiéké, il faut d'abord faire le manioc fermenté pendant 3 jours. Par exemple, quand je vais faire le manioc au lundi, c'est samedi soir, je prépare le manioc fermenté. Je ferme bien 3 jours, la moisissure revient dessus et on lave bien propre avant de piler le manioc. C'est comme ça. Et bon, disons, nous on appelle ça la chose, le vu de manioc. Hein. Le manioc fermenté, nous on appelle ça le vu de manioc. C'est ça qui fait que les grains d'attiéké sortent et on fait la gbodjama. Avec ça, on ne peut pas faire la gbodjama. La fabrication de l'attiéké est génératrice de revenus pour les femmes. Cela leur donne le moyen d'être autosuffisantes financièrement et de subvenir aux besoins de la famille. Par jour, quand je paye le manioc aux 20 000 francs, je peux faire une recette de... Si j'ai eu de bons clients, de 50 à 60 000. Et quand j'enlève le prix du manioc que j'ai acheté, le prix d'achat, le bénéfice revient à 30 000. Si les productrices d'attiéké sont prospères, c'est parce que la production est écoulée facilement. Consommée avec de la soupe ou du poisson braisé ou grillé, l'attiéké est très apprécié par la population. Les vendeurs dans les restaurants de fortune font également de bonnes affaires. Ça va un peu. Oui, ça va un peu. Nous, on vend garba seulement. Et ça, ils viennent venir ici pour manger garba. Et la femme et la garçon, tout vient. Pour ça, il y a 300, il y a 400. Il y a le poisson aussi qui est bon pour la croissance. Il y a l'huile, il y a le piment, voilà. Donc c'est un peu bien. Maintenant, étant étudiant aussi, il faudrait moins des aliments qui puissent te tenir jusqu'à un bon moment de la journée. Donc on préfère moins du gaba. Tu le manges à 9h, ça peut te faire résister jusqu'à 18h, voilà. L'une des raisons du succès de l'attiéké, c'est qu'il est facile à consommer à tout moment de la journée et sans préparation supplémentaire ou particulière. Lorsque soit tu es en ville, que tu n'as pas forcément besoin d'aller soit dans un restaurant, des passages partout, tu trouves l'attiéké, tu trouves le garba. Surtout que quand tu as beaucoup de courses à faire, je pense que c'est préférable pour moi de m'asseoir quelque part tranquille, prendre rapidement mon garba et puis j'avance. Je préfère personnellement l'attiéké poisson parce que je digère mieux avec ça, j'arrive à mâcher la nourriture. La matière attiéké me convient parfaitement, mais le plus souvent, c'est les questions d'hygiène qui font que peut-être j'hésite et puis je préfère faire emporter. Là, comme ça, à la maison, je mange mieux. Aujourd'hui, les femmes qui fabriquent l'attiéké souhaitent mécaniser un peu plus le processus de fabrication pour réduire la pénibilité du travail et l'impact sur leur organisme. Pour l'instant, la modernisation ne concerne que l'utilisation de broyeuses et de presse. Avec la presse, l'amidon est extrait du manioc en quelques minutes contre 3 jours selon le procédé traditionnel. Moi, c'est ce qui me tient à cœur. Nous voulons, déjà, nous avons des broyeuses pour broyer le manioc. S'ils peuvent nous trouver encore autre méthode pour pouvoir faire sortir les grains, parce qu'en tapant, on a toujours mal au bras, c'est un peu fatigant.
Et pour éplucher les maniocs, s'il y a une autre méthode qu'on peut pratiquer pour pouvoir éplucher les maniocs pour nous, ça va nous faire plaisir. C'est les deux choses que nous demandons. La tchéké a définitivement acquis une position de plat national en Côte d'Ivoire, au même titre que le riz. La tchéké n'est plus un phénomène local. De plus en plus, la tchéké devient produit d'exportation, notamment vers l'Europe et les États-Unis, où résident de fortes communautés ivoiriennes et africaines. Ce commerce n'est pas encore développé à cause du prix du fret aérien très élevé et l'inexistence de circuits de distribution de masse. La cible principale, ce sont les émigrés africains à la recherche de la gastronomie du pays. La tchéké est également vendue dans les pays d'Afrique de l'Ouest. De plus en plus, des unités de transformation industrielle commencent à se mettre en place. Leur succès permettrait de booster les exportations et rapporterait des devises non moins importantes à la Côte d'Ivoire. Alafé Ouakili, est-ce que la transformation du manioc est une activité essentiellement féminine en Côte d'Ivoire? Oui, pour l'instant, oui, jusqu'à nouvel ordre, c'est une activité essentiellement féminine. La transformation maintenant à la commercialisation, elle n'est pas essentiellement féminine. Sinon, comme on l'a vu, c'est une affaire de femmes. C'est une affaire artisanale aussi? Oui, artisanale. Il y a de plus en plus des coopératives, des femmes qui sont regroupées, parce que quand on a les broyeuses, ça fait des quantités plus importantes et de plus en plus d'autorités, notamment le district d'Abidjan, essaie d'offrir, d'aider à la transformation. Et il y a même des Chinois, des partenaires extérieurs qui sont dans un projet relativement à la doléance exprimée par cette dame, pour voir comment aider à une plus grande mécanisation et à une industrialisation de techniques de production et de transformation. Delphine Crisoy, la mécanisation, l'industrialisation, tout ça c'est nécessaire aujourd'hui pour cette filière de transformation du manioc? Je ne suis pas trop d'accord avec monsieur, parce que les Ivoiriens, la tchéké est un aliment, un plat local et vraiment typique aux Ivoiriens. La tchéké est à l'Ivoirien ce que la baguette est aux Français, par exemple. Le Français, par exemple, n'accepterait pas que la baguette soit industrialisée dans sa fabrication. Il aime bien aller acheter sa baguette chez le boulanger qu'il a fait à la main. Donc pour vous, la conception artisanale doit être préservée? Elle doit être préservée et la conception doit être... Par contre, on doit alléger le travail, parce que la pénibilité, en fait, c'est ce qui fait que les femmes demandent des machines en plus. Elles demandent plus de machines de broyeuses et qui pourraient faciliter le travail. Mais je pense que rendre le travail tout à fait industriel, ça perdrait quelque chose de... Les Ivoiriens ne sont pas pour une industrialisation de masse, non. Elle a fait une réponse. C'est vrai qu'elle a certainement un peu raison, parce qu'il y a eu la malheureuse expérience du foutou en conserve et même de la tchéké en conserve, ce qui n'a pas marché. Mais comme la dame a dit, il faut aller à la mécanisation. Déjà, la technique a évolué. Oui. On n'est plus à 3 jours pour obtenir la levure. Avec la broyeuse, on va plus vite. Et si on veut faire consommer de plus en plus, tout en restant naturel, si on veut aussi exporter, vous voyez, chaque fois que nous sortons de Côte d'Ivoire, ou même quand nous partons dans la sous-région, l'authenticité de la tchéké ivoirienne est réclamée. Parce que quand on va à Lomé, à Cotonou ou à Yaoundé et que c'est produit localement, il y a quelque chose qui manque. Et la conservation, au-delà d'une certaine période, fait qu'il y a cette fraîcheur qui n'y est plus. Donc si on a la possibilité de fabriquer cela à la source dans une quantité plus importante et de façon moins pénible, on peut distribuer ça de façon aussi plus importante. Mais est-ce que justement on peut produire plus sans en venir à il est possible. Il faut faire des l'industrialisation? recherches. On l'a essayé pour le foutu, ça n'a pas trop marché, ça n'a pas plu, mais c'est quelque chose que nous avons. Le cacao, on n'a pas réussi. Aujourd'hui, on produit 2 millions de tonnes de manioc, 2 400 000, il a dit. Si nos chercheurs s'y mettent, s'ils réfléchissent, j'ai dit, il y a des Chinois et des gens d'autres pays qui arrivent, si nos chercheurs s'y mettent avec des appuis extérieurs, il est possible qu'on trouve des solutions, comme elle a dit. Aujourd'hui, les dames sont obligées de prendre manioc par manioc épulché. Manioc par manioc épulché. Il est possible de trouver des chercheurs, des scientifiques qui puissent inventer quelque chose. Ça existe déjà, hein.
ça existe déjà des éplucheurs, ça existe déjà des éplucheurs mécaniques dans l'industrie. Mécanique. Oui, dans les industries, les grandes industries qui fabriquent la tchéké. Ils utilisent des machines pour éplucher. Non, on refuse l'industrialisation. Moi, en tant qu'Ivoirienne, je ne peux pas concevoir qu'on me fabrique mon atchéké en usine. Parce que l'atchéké, il y a plusieurs variétés d'atchéké. Il y a la Bojamon, dont parle la dame, qui a des graines, que les granulés sont un peu plus gros, qui s'appelle le caviar africain. C'est agréable au goût, au palais. Et il perdrait de sa saveur si ça sort d'usine, parce que les grains sont faits d'une façon très particulière que les machines ne peuvent pas traiter. Alors dans ce cas-là, est-ce que ce serait uniquement pour le marché local, la consommation locale, ou est-ce qu'on envisage quand même d'exporter? La Bojamon s'exporte, mais pas autant que la tchéké de basse qualité, parce que la Bojamon coûte cher. Et à l'exportation, ça ne nous reviendrait pas aux 2 € qu'on l'achète sur les magasins exotiques, mais peut-être 5 ou 6 € parce que la Bojamon est très chère. Donc oui je dis oui pour faciliter le travail des femmes qui font la tchéké, mais non pour l'industrialisation de masse et non à l'exportation abusive et au détriment des Ivoiriens, parce que c'est quand même un aliment local et une référence culinaire nationale. Daouda, une réaction sur ce paradoxe entre peut-être volonté parfois de montrer son produit local à d'autres continents, à d'autres pays, et puis en même temps de préserver des méthodes artisanales. Moi, je pense qu'il faut couper la poire en deux. C'est-à-dire que, comme disait madame, c'est effectivement, on a envie de garder des produits frais parce que c'est plus appréciable. En même temps, je pense qu'on peut produire de façon artisanale pour le marché local et essayer d'industrialiser entre guillemets un petit peu plus pour passer, pour pouvoir exporter. Parce que c'est vrai que l'enjeu ici pour l'industrialisation, c'est de produire plus de volume. Et produire plus de volume, c'est donner plus de travail à des femmes. Par exemple, si ce produit, la tchéké, arrivait à percer le marché européen, bon, c'est très apprécié en Afrique, c'est une évidence, mais ça permettrait peut-être d'augmenter les emplois et aussi d'augmenter les revenus de ces femmes qui travaillent là-dedans. Donc, on peut tout à fait garder une production artisanale, locale, pour le marché local, hein, comme c'est apprécié. Maintenant, rien n'empêche d'essayer d'aller à une vitesse supérieure quand même et de pouvoir faire des économies d'échelle, produire plus, voilà, une forme d'industrialisation de ce produit, parce que sinon on va en rester à l'état où le manioc qui est produit par les agriculteurs est transformé en tchéké sur une petite quantité avec un petit nombre d'emplois. Maintenant, si on veut aider à la fois toute la chaîne, les agriculteurs, les femmes qui produisent la tchéké, etc., il faut peut-être faire 2 types de production, éventuellement. Je ne suis pas trop d'accord parce que l'industrialisation, je ne sais pas si vous êtes renseigné sur la fabrication industrielle, mais elle crée des emplois, sûrement. Mais pas tant que ça, parce que c'est fait avec des machines. Ce sont des machines qui font tout. Et même les granulés ne sont pas faits en Côte d'Ivoire, ils sont faits en Asie. Non mais j'ai mes sources. Et le directeur de la Covapsi, qui est le directeur d'une des coopératives, il y a 5000 femmes qui produisent de la tchéké dans cette coopérative, le dit bien, eux, ce dont ils ont besoin, c'est réduire l'aspect pénible de la production de la tchéké. Et ça passe par un apport de broyeuses en masse, par les voies et les moyens de transporter la tchéké, faciliter les voies et les moyens de transport, et pour réduire un peu les charges que ces femmes ont à la fait. Le problème, elle-même, elle dit qu'il y a quelque chose qui est produit d'ailleurs. Pendant qu'on va chercher l'authentique, l'original, les gens vont faire des recherches, ils vendront la tchéké ailleurs, au monde entier, à 1 milliard d'habitants, à 5 milliards d'habitants. Et nous, 20 millions d'Ivoiriens, on aura la tchéké authentique. Et puis, qu'est-ce qu'on gagne? Donc, je veux bien qu'on soit authentique, qu'on prenne la tchéké originale, les meilleurs grains, mais il ne faut pas oublier que c'est notre culture, c'est notre produit à nous, et que si nous avons la possibilité de l'exporter, de le donner au monde, on le fait en édictant des normes, parce que vous savez, même les desserts,
on peut faire le flan chez soi à la maison, tout comme on peut l'acheter dehors. Il est possible, des gens, des familles peuvent toujours produire la tchéké pour 3 ou 4 personnes sans commercialiser. Ça existe, la technique, on peut l'apprendre. Ce n'est pas tout le monde qui est amené à faire des grandes unités industrielles. Mais on dit que les femmes travaillent, elles ont besoin de revenus. Et lorsqu'elles le font, celles qui produisent, ce n'est pas pour leur plaisir culinaire, c'est celui qui achète. Donc la femme qui travaille, la dame qui travaille, si elle a la possibilité de travailler, de produire plus en travaillant moins, pourquoi le lui interdit? Parce que peut-être nos palais veulent du meilleur. Moi, je crois que si on veut rester authentique à 100%, nous allons nous faire arracher la production par des chercheurs. Comme elle-même elle a dit, c'est déjà fait à l'extérieur, ça vient en Europe. On voit les produits africains sont vendus pas par des Africains, par d'autres personnes en Europe ici. Les poissons d'Afrique sont vendus par d'autres nationalités en Europe. On risque d'avoir la même chose au niveau de la Tchéquie si on y prend garde. Sinon, les Chinois ou les Asiatiques produisent le riz, mais ça vient partout dans le monde et le monde entier consomme le riz. Non, mais le réel problème... Alors, Delphine est juste après Daouda. Le vrai problème de la Tchéquie ne se pose pas dans l'exportation de masse et l'industrialisation. Le vrai problème de ces femmes qui sont dans les coopératives et qui demandent de l'aide, c'est de faciliter leur travail pour qu'il y ait une production de masse. Elles prennent plaisir à faire ce qu'elles font. L'industrialisation implique que certaines femmes qui produisent de la tchéké perdent leur pratique, perdent leur emploi, parce qu'à partir du moment où c'est fait par des machines, il y a des femmes qui ne pourront plus produire. Donc ce que vous dites est un peu contradictoire. On a des groupes, on a des groupes comme elles le font déjà actuellement. On va terminer avec Daouda. Je pense que quand même, on peut à la limite, il faut soulager le travail des femmes. Ça, on est tous d'accord. Et surtout encadrer les prix. Oui, ça, on est absolument d'accord là-dessus. Mais je pense aussi que on peut ne pas exporter en l'état. On peut transformer la tchéké avec ce produit-là, avec... Voilà, de différentes façons. Il faut justement des gens qui cherchent là-dessus. C'est pas dit qu'on va juste exporter le produit en l'état, mais bon, on peut transformer différentes choses. Ça après, mais à mon avis, c'est important quand même de garder la production artisanale à laquelle Madame tient absolument. Tout le temps quand même essayer de multiplier en tout cas la chaîne de valeur, parce que finalement les emplois, même si les femmes, je ne pense pas que les femmes vont perdre les emplois parce qu'il y a une industrialisation, parce que les machines, il faut les faire fonctionner. Les femmes vont perdre les emplois. Mais même s'il y a moins de valeur ajoutée à ce niveau-là, il va y avoir quand même toute la chaîne commerciale, et là, ça va créer des emplois par contre. Ça va créer des emplois au détriment tout dernier mot, Delphine, on va conclure. Ça va créer des emplois au détriment des revenus de ces pauvres femmes qui ont que ça comme source de revenus. Je pense que le problème, c'est déplacer le problème que d'industrialiser la production de la tchéké. Le vrai problème se trouve dans le fait que ces femmes ont besoin de machines, de plus de machines. Le directeur de la coopérative que j'ai contacté, M. Gervais Djehouri, le dit, il faut plus de machines, plus de moyens de communication pour transporter. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a annoncé mardi son départ du parti au pouvoir. Il avait pourtant été l'un des fondateurs de cette formation politique. Mais depuis quelques mois, l'ex-chef d'État ne cachait plus ses nombreux désaccords avec la politique de l'actuel président Goodluck Jonathan. Et en Côte d'Ivoire, le procès des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo se poursuit. Depuis une dizaine de jours, ce sont les membres du dernier gouvernement Gbagbo et les cadres du régime qui sont entendus. Parmi eux, Pascal Affi-N'Guessan, ancien Premier ministre et président du Front populaire ivoirien. Alafé Ouakili, merci d'avoir été avec nous. Merci. Nous allons marquer de nouvelles pauses en instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.